Merci beaucoup, Francis. Bueno. Eh bien, merci beaucoup d'avoir bien voulu m'accompagner ce soir. Pour moi, c'est un grand honneur, c'est un plaisir d'être ici ce soir parmi vous pour vous présenter mon travail dans cette dynamique d'échange, de débat qui a vu le jour cette année entre la France et la Colombie. Je vais parler de mon travail, je vais montrer certains de mes projets et puis je vais explorer et expliquer, à mon sens, quelles sont les recherches qui les sous-tendent. Mais avant de présenter les projets et d'en parler, je crois qu'il est important pour moi de vous présenter un peu le contexte, vous expliquer la situation, les conditions dans lesquelles vit mon pays aujourd'hui et le grand défi qui nous appartient de relever à nous les architectes dans toute cette question sous environnement de réorganisation, de consolidation, d'équité, de paix, etc. Enfin, vous savez très bien de quoi il s'agit. Eh bien, la Colombie est un pays très varié, un territoire très varié avec cinq amplitudes thermiques et avec toute la complexité que cela peut représenter. Ces régions climatiques, c'est une situation qui est bien sûr très riche, mais qui a également une certaine vulnérabilité. C'est un pays qui vit dans des situations en permanence de contraste, d'équilibre, déséquilibre, et donc c'est assez difficile d'unifier avec un concept qui soit statique. Le tropique donne la sensation que l'on se trouve dans un espace qui ne change pas, mais c'est tout à fait le contraire. Il y a des dynamiques qui sont extrêmement difficiles à percevoir, à détecter. À l'heure actuelle, nous connaissons une période tout à fait particulière, un moment de réconciliation que je préfère. Personnellement, je préfère en parler comme une force de réorganisation, cet élan dynamique pour que l'architecture puisse intégrer, lier, connecter et aplanisse les différences parce que c'est vrai que nous sommes une société plus fluide, un territoire équilibré dans lequel l'architecture réellement représente les personnes qui l'habitent et avec leurs besoins propres. Mon bureau, c'est un petit studio, une petite cabinet où nous travaillons avec des consultants externes en fonction des besoins des produits, des projets. Nous développons des projets d'architecture éphémère, des logements, de l'infrastructure. Nos procédés au sein de notre cabinet commencent par l'information, c'est-à-dire qu'il faut comprendre parfaitement les conditions pour le développement des projets et à partir de là, nous définissons un projet, une stratégie de design, de dessin pour chaque projet. Chacun de ces projets, pour moi, est la réponse particulière à un contexte spécifique, plus que la réplique d'une forme ou une autre ou l'utilisation inlassable d'un matériau. Et parmi les intérêts que j'ai moi-même, eh bien, il y a particulièrement le programme d'architecture avec l'idée d'une reformulation, l'idée de cette technologie, l'intérêt pour la technologie qui permet de perfectionner les développements conventionnels et également l'intérêt pour l'espace, l'exploration de cet espace. Dans mes projets, j'ai une recherche constante pour parvenir à une sorte d'expression qui se transforme en identité et également en appropriation. Je réalise mes projets dans l'idée de construire quelque chose qui soit durable, mais qui, en même temps, permet d'avoir des optimisations futures, de nouvelles interprétations ou même la réutilisation des matériaux et des espaces. Je vais donc vous présenter mon travail à travers une petite sélection des projets qui sont les plus représentatifs et qui ont été réalisés au cours des 15 dernières années de pratique en tant qu'architecte indépendant, en travaillant aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé, et ce, sous différents formats et différentes conditions géographiques, enfin, différents sites. J'ai commencé il y a 15 ans dans le domaine, en fait, de la rénovation interne dans les espaces privés, dans certaines des constructions extrêmement importantes de logements modernes au sein de la ville capitale de Bogota.
Le projet des tours du parc Torres del Parque, c'est donc environ 8 logements que nous avons rénovés dans ces tours. Il a été réalisé par Rogelio Salmona dans les années 60 pour des cellules familiales de la classe moyenne au centre de la ville. C'est une construction qui, en raison de ses spécificités en matière d'architecture et d'urbain, a mis un certain temps à ce que ses habitants s'en approprient et qu'elle devienne ce qu'elle avait été prévue, c'est-à-dire qu'elle réponde au profil des habitants. Et petit à petit, avec le temps, cela a été le cas. Alors, ce sont 3 tours de logement avec des utilisations mixtes pour les premiers étages, de 190 unités en duplex de 115 mètres carrés, chacune avec un espace de vie, les services au premier niveau et ensuite les chambres, les lieux de vie au deuxième étage. Donc, il y a eu des stratégies d'intégration ici. L'idée, c'était surtout d'intégrer l'espace, d'intégrer des meubles fixes, des mécanismes, de façon à ce que les utilisateurs les activent, les ouvrent, les ferment, en recherchant toujours l'efficacité et la souplesse dans l'espace. Mais en raison du fait que ce sont des immeubles de patrimoine, eh bien, toute cette rénovation doit être faite en reconnaissant en fait l'architecture du projet. On est guidé par l'architecture originale pour essayer de répondre aux nouvelles dynamiques, aux besoins auxquels ils ont été soumis disons, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle en Colombie. Ce sont donc un petit peu à quoi ressemblaient ces appartements à l'origine. C'est une architecture compartimentée pour des familles nombreuses, entre 4 et 6 personnes, et qui aujourd'hui eh bien, sont habitées par simplement 2 ou 3 personnes. Et voilà le résultat après avoir procédé à la transformation des espaces. Donc, c'est une rénovation qui se fait pas simplement avec l'objectif de reformuler le rapport de l'individu avec l'espace, et encore moins dans le cas de l'intervention d'un immeuble avec des logements comme aujourd'hui. On peut le faire en connaissant ce qui a existé auparavant, c'est-à-dire la valeur de l'édification, ce que représente également l'utilisation qui va en être faite. Petit à petit, en fait, ces rénovations ont été abordées ou elles ont permis d'aborder des utilisations différentes en passant de l'espace privé à l'espace commercial, à l'espace culturel et même en traitant des infrastructures beaucoup plus grandes. Et donc, c'est une évolution progressive dans ces rénovations qui m'a permis de faire face à des situations différentes et progressivement, je suis intervenue dans différents contextes en validant les méthodologies qui ont été appliquées dans l'espace privé, ce qui a permis une compréhension des besoins et la façon dont cette architecture, au cours du XXe siècle en Amérique latine, a connu une sorte de processus forcé de développement et très souvent, les utilisateurs, les usagers ou ceux qui y habitent ne se trouvent pas identifiés, ne retrouvent pas leur identification. Ici, nous voyons le cas d'une propriété qui a été classée. C'est le bar du restaurant Astrid Gaston, qui est un restaurant péruvien à Bogota. Et notre intervention ici a constitué à revitaliser, redynamiser la valeur originale du restaurant. Dans la zone qui était occupée à l'origine par le garage et le jardin qui se trouve donc dans la partie arrière de cette maison qui est classée. Donc l'idée ici consiste à avoir une sorte de nouvelle géométrie intérieure, plus en rupture, avec une certaine continuité qui s'adapte au volume existant et qui s'adapte à l'espace grâce à une sorte d'enveloppe et avec une barre et puis un canapé qui suit le long du contour. Donc ici, c'est un dialogue avec le caractère original de la maison, également avec le reste des espaces intérieurs qui ont été, disons, qui ont plus respecté la structure originale. La toiture, qui est l'élément principal de ce projet, est une sorte de carapace irrégulière, une sorte de couche perforée qui dote l'espace d'un effet tout à fait particulier, comme vous pouvez le voir ici, aussi bien le jour comme la nuit. Elle permet de tamiser la lumière et la nuit, cela projette la lumière sur les façades de la construction originale.
Les matériaux qui sont utilisés à l'intérieur cherchent à raffirmer la présence des éléments qui constituent l'espace, c'est-à-dire le bar et puis ce canapé qui suit tout le mur. Et ils essayent également de reproduire l'effet optique et lumineux de cette toiture, de ce plafond perforé. Une autre rénovation que nous avons réalisée au cœur même de la ville, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 60. C'est un architecte qui s'appelle Fernando Martínez Sanabria, exactement du même niveau que Rogelio Salmona. C'est un projet tout à fait particulier. Très souvent, ces rénovations sont associées à l'utilisation qui va en être faite ou au changement des personnes qui vont l'habiter. Mais dans ce cas-ci, en particulier, la commande nous a demandé de développer un concept tout à fait unique. C'est un projet, un espace qui avait été toujours utilisé pour des fonctions commerciales, destinées à des bars, des restaurants, une discothèque. Et bien, à ce moment-là, le client nous a demandé de réaliser un projet qui réponde aux mêmes utilisations, c'est-à-dire avoir exactement les mêmes fonctions, mais avec un caractère tout à fait unique et propre. C'est-à-dire un espace qui est tombé en désuétude et qui, au fur et à mesure des années, a adopté plusieurs fonctions, restaurants, salons de réception, discothèques. Ici, l'idée est bien sûr le toit. Sur la toiture, on a vu tout l'espace technique et à partir de là, construire le caractère propre du projet, même si on se trouvait dans l'espace technique sur le toit du bâtiment. En tenant compte donc le lieu où se trouvait le bâtiment, quelles sont les conditions, toute la zone technique. Eh bien, nous avons décidé d'occuper la toiture et utiliser ici deux volumes verticaux sur la terrasse originale du bâtiment, c'est-à-dire ce qui permet d'ouvrir le panorama sur la ville et également de découvrir et de mettre en valeur les interventions qui ont été faites à l'intérieur avec des points de couleur. Voilà donc la situation du projet. Vous pouvez voir ici quelle a été l'intervention d'occuper le toit grâce à notre construction, l'intervention architecturale, comme vous pouvez le voir ici. Comme ici, on peut voir comment sont intégrées les installations techniques et puis mises en valeur par la couleur, ou comment la stratégie de ce design nous a amené à recentrer, relocaliser certaines des installations qui étaient à ce moment-là complètement dissimulées dans les zones de service de ce local. Ou ici, la stratégie pour réutiliser les fenêtres pour transformer le panorama sur la ville et un peu établir un lien avec ce qui existait auparavant. Ces stratégies de nouvelle utilisation, dans une certaine mesure, nous ont mené à développer avec de nouveaux matériaux dans l'espace les mêmes procédés finalement. Par exemple, couper et coller, tout comme nous le faisons avec l'huisserie avec d'autres matériaux, eh bien nous le faisons avec les tapis, avec des carreaux de faïence qui sont venus d'autres lieux en recyclant les meubles d'autres espaces qu'on a récupérés, qui étaient détériorés, qu'on réutilise ici. Et finalement, on a intégré également des composantes graphiques dans le projet de façon à construire un paysage matériel, un paysage de communication. Ici, nous travaillons en général avec une équipe d'architectes dans notre cabinet, mais évidemment, en fonction des caractéristiques du projet, évidemment, on travaille avec des professionnels spécifiques. Et cet univers de la rénovation, du réaménagement, nous a appris qu'évidemment, chaque projet
projet a des conditions d'intervention qui sont très spécifiques, ce qui définit une stratégie qui, évidemment, est en lien avec l'équipe qui va intervenir. Nous sommes très intéressés par ce travail interdisciplinaire. L'autre aspect que nous avons développé en tant qu'architecte dans notre bureau d'études, ce sont les projets de petit format. Ce sont des commandes où la situation préexistante est plus associée à l'environnement, le climat, le paysage, les matériaux que l'on peut trouver sur le lieu même. Ce sont des interventions qui sont indépendantes, mais qui sont très influencées par l'exercice de la rénovation. Par exemple, le travail à l'échelle, le rapport avec l'usager, l'utilisation des matériaux. Ce projet en particulier ici, qui est une étude pour un studio pour un artiste dans un environnement naturel, part d'une analyse, d'une compréhension dans le rapport entre l'architecture et le paysage, l'intérieur, l'extérieur, dans son environnement immédiat. Un dialogue entre le paysage environnant et la situation à l'intérieur qui constitue réellement la base pour formuler ce projet. Ce sont développements, cette image que vous pouvez voir ici, ce sont développements que nous avons réalisés au cours du temps dans une région qui se trouve près de Bogota, le Villa de Leyva, Boyacá, où les constructions sont extrêmement hermétiques, fermées sur le paysage, c'est-à-dire elles sont là comme des abris qui enveloppent, mais en même temps, cela acquiert une sorte de dramatisme visuel au sein du paysage, pas simplement dans le paysage, mais également de la perception de l'intérieur avec l'extérieur à cause de ces toutes petites ouvertures, de ces petites meurtrières, on pourrait dire. Et c'est là où nous avons proposé une sorte de conteneur qui permet d'établir cette sorte de conditions de travail à l'intérieur, dans l'espace, et en même temps une contemplation contrôlée sur le paysage environnant. Donc, ici, nous avons un espace à double hauteur pour l'atelier de l'artiste et puis une mezzanine qui permet de pouvoir s'adonner à la contemplation du paysage, c'est-à-dire cette double relation, en fait, du travail, de l'espace de l'introspection et de connexion, de lien avec le paysage environnant. Le volume avec double hauteur, donc en voûte ici avec des verrières. Le studio se trouve au rez-de-chaussée et ensuite on a une mezzanine. Ici, on a une verrière qui oriente la lumière vers l'intérieur et depuis la mezzanine, on peut admirer le paysage alentour. Ici, nous avons travaillé avec les systèmes de construction locaux. Moi, je considère que chaque projet nous donne l'opportunité de perfectionner réellement, aussi bien du point de vue des matériaux que la relation ici avec la terre. Et je pense que l'architecture, dans notre contexte latino-américain, est un véhicule qui permet une sorte d'approfondissement des différents métiers. Dans ce cas-ci, en particulier, nous avons développé ce projet avec des paysans qui réalisaient des constructions traditionnelles, conventionnelles d'un étage. Et nous avons fait ici une construction de 2 étages. Et c'est quelque chose que jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient jamais imaginé pouvoir réaliser. Même des développements artisanaux ici pour des formes géométriques assez complexes, comme ces voûtes qui ont été fondues dans du béton armé. Un deuxième projet de petit format, c'est ce petit dispositif que vous voyez. La commande, c'était d'activer l'espace intérieur d'un logement afin de mener à bien des activités complémentaires. La proposition est la suivante, un petit dispositif habitable hors des espaces privés de la maison principale.
Vous voyez là une configuration tridimensionnelle sur la base d'un cube octoèdre tronqué. C'est un élément autoportant modulaire pour réaliser un espace privé alternatif indépendant de la maison, à mi-chemin entre un bâtiment, un meuble et un objet. C'est une pièce qui peut être adaptée en tant que logement d'urgence, un cocon habitable ou dans le cadre d'un habitat modulaire. Il y a là beaucoup de flexibilité qui est apportée. Voici les travaux de recherche que initions avec ce projet. Ce qu'il y a de particulier dans cette commande, il ne nous avait pas demandé un espace qui soit fermé. La commande portait sur la création d'un espace dans le jardin à l'arrière d'une maison. Il fallait que l'architecture soit un dispositif qui donne vie à un lieu et qui ensuite ait sa transcendance au niveau de l'usager. Et c'est tout cet aspect d'intemporalité qui m'intéresse dans ce dispositif. Le projet suivant, c'est un projet d'infrastructure. Il s'agissait d'un appel d'offres public que nous avons développé avec Paisajes Emergentes, qui est un bureau d'architectes de Medellín. L'objet de ce concours était la rénovation du stade de football pour recevoir la Coupe du Monde en 2020. Il y avait deux composantes. D'abord, une intervention sur la tribune occidentale du stade où sont concentrées toutes les activités des joueurs, des journalistes, des arbitres des différents matchs. Deuxième composante associée à cela également, d'avoir un certain nombre d'idées portant sur les façades du stade. Dans les années 30 de notre XXe siècle, il y a eu beaucoup d'investissements qui avaient été réalisés, mais progressivement, ces infrastructures se sont dégradées et c'est la raison pour laquelle ce concours était très important et la rénovation également. Ici, vous avez la configuration initiale de ce stade et notre approche était de reprendre les spécifications de ce concours. Il fallait avoir un bâtiment de 3 étages sur la façade occidentale de ce stade. Nous avons reformulé le projet en proposant un anneau périmétrique avec une zone commerciale vers l'extérieur et la zone de service vers l'intérieur du stade. Et ainsi, nous avions également songé à en faire la plateforme d'accès aux tribunes. C'est une interprétation, c'est un accord que nous avons trouvé et c'est le rapport direct que j'ai lorsqu'il s'agit de rénovation. Il s'agit de savoir comment comprendre un bâtiment, comment le travailler au-delà de la simple approche directe que nous avons. Donc ici, nous avons dans un projet toute une stratégie qui est mise en œuvre. Il faut que cette stratégie peut prendre en compte les stratégies ultérieures. Ce système de plateforme est une intervention ponctuelle sur cette tribune occidentale, mais on peut le bâtir également sur tout le pourtour de ce stade. Donc ici, vous avez le plan de ce projet. Donc nous avons une rupture sur l'ensemble du plan de ce stade qui rend ce stade beaucoup plus accessible. Pour ce concours d'idées, nous avons pris acte de la situation du stade, un bâtiment en béton qui doit être protégé par des peintures spéciales afin de garantir
garantir la stabilité du béton renforcé. Donc, notre point de départ est le suivant. Au lieu d'avoir une deuxième peau sur ce béton qui représenterait une charge supplémentaire sur le bâtiment, notre travail consistait en un travail de peinture. Nous nous sommes inspirés sur le travail des artistes de la Deuxième Guerre mondiale pour camoufler et dématérialiser ainsi les embarcations. Vous avez ici des photographies de la construction et vous voyez comment cette plateforme s'intègre au bâtiment original et modifie tout son rapport à la ville. C'était un bâtiment hermétique, fermé, et maintenant c'est un bâtiment plus poreux, perméable, qui s'oriente vers la ville. Cette plateforme a causé une fissure horizontale dans les tribunes et ceci permet que lorsque le bâtiment n'est pas utilisé pour des rencontres sportives, il peut être utilisé pour d'autres événements. C'est donc un plus à apporter à ce bâtiment qui génère un nouveau rapport également avec la ville. Les différentes interventions proposent un dialogue avec la nature architecturale de l'édifice, de ses différents rythmes, et nous avons proposé un certain nombre de tribunes qui s'intercalent sur ce bâtiment, et nous avons des systèmes de fermeture pour la construction également de cet édifice. Compte tenu de la situation actuelle de la ville, notamment au moment du développement du projet, le système de camouflage grâce aux peintures, nous n'avons pu le faire que de façon partielle. Malheureusement pour nous, car ça aurait été un exercice tout à fait intéressant de transformation de l'édifice. Nous allons voir un petit peu tous les développements auxquels nous sommes parvenus pour mettre en œuvre tout le projet. Là, ce sont des vues de l'intérieur de ce projet. C'est ce qui se passe avec les structures en béton. La condition des tropiques est extrêmement compliquée pour les matériaux qui sont soumis à des changements permanents de température. Et donc, la dégradation architecturale est plus importante. L'architecture n'est pas immergée dans une température permanente, elle est subie des changements constants. Alors, ce que nous avons proposé, c'est d'utiliser cette ressource de la peinture de protection pour transformer l'image du stade, pour transformer sa perception et l'idée qu'on a de son poids et générer un élément paysager dans la ville. Et toutes ces courbes qui sont inspirés par les bateaux camouflés de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, sont reliés aux lignes horizontales et à la géométrie de la structure du stade. On essaye ainsi de créer un élément tridimensionnel de profondeur dans ce stade. Et ici, c'est la maquette que nous avons réalisée de fait pour concrétiser notre approche. Je dirais que d'une certaine façon, ces procédés sont autant d'héritages et de principes que nous avons appris au fur et à mesure dans les premières rénovations. Ici, vous avez tout le système de mise en place des projecteurs nocturnes pour pouvoir créer sur cet édifice ces marques tridimensionnelles. Et ici, on le voit in situ pour la réalisation concrète de ce système.
Autre type de projet, autre type de commande que nous avons développé dans notre atelier, il s'agit d'installations d'architecture éphémère. Le travail des pavillons et de l'architecture éphémère, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans mes travaux, y compris lorsque j'étais étudiant, en collaboration avec des architectes et des designers. Ça, c'est le domaine de la véritable exploration architecturale, le travail avec des matériaux conventionnels et non conventionnels, avec des configurations spatiales qui rompent l'échelle habituelle et où l'architecture devient un moyen de communication important. C'est un support graphique très souvent dans ce cas. Les projets que je vais présenter sont tous liés à cette thématique et en particulier se porte sur les pavillons intérieurs pour le Salon de l'Art et pour le Salon du Livre à Bogota. L'un d'entre eux, c'est le pavillon français lors du Salon du Livre de cette année. Il y a un pavillon assez particulier, celui interactif, qui est une plateforme autour de l'art contemporain. C'est une structure en échafaudage qui devient modulaire. C'est un espace poreux, modulable, où l'on peut explorer différents rapports entre intervenants, publics et visiteurs. Il y a 5 axes thématiques et 4 moments dans cette dynamique. Dans ce premier moment, ici, il y a la présentation aux visiteurs du projet avec l'aide d'un certains intervenants, des projections vidéo pour leur expliquer ce qu'il faut faire dans les différents ateliers. Il y a 5 ateliers de travail pour pouvoir exposer avec des axes thématiques dans l'ensemble de ces ateliers et ensuite il y a restitution des travaux dans ce centre d'information et de documentation. Alors, il est tout à fait intéressant de voir comment un système va générer toute une logique constructive dans le cadre de ce type de projet. Nous avons beaucoup gagné à travailler avec les systèmes que l'on retrouve sur les chantiers, les structures temporaires, notamment pour créer des espaces de travail. Donc, ce système d'échafaudage nous induit à générer toute une logique matérielle et de construction de l'ensemble de ce projet. Ici, vous avez la zone des ateliers. Il s'agit de projets qui, de façon générale, doivent être montés en 4-5 jours au maximum et doivent être démontables en 2 jours. Vous avez ici le centre d'information. Et vous avez tous les systèmes d'exposition qui peuvent être utilisés par les usagers de ces projets. Il y a des boîtes de carton qui permettent le cloisonnement, qui permettent également de fixer sur ces panneaux des œuvres. Vous avez également des panneaux de carton recyclés, des bâches plastiques qui agissent comme des enseignes lumineuses et qui assurent la signalisation vers les projets. Et vous avez également un mobilier qui est constitué à partir d'éléments recyclables. Alors, ce qu'il y a de spécifique en matière d'architecture éphémère à l'heure actuelle, c'est quelque chose que nous avons beaucoup développé dans le projet de la France au sein du Salon du Livre, c'est justement d'assumer la responsabilité en utilisant ces matériaux recyclables.
Il y a des investissements qui sont consentis en peu d'espace et en peu de temps. Et que faisons-nous avec tous ces matériaux? Comment arriver à faire qu'un espace ait toutes les fonctionnalités nécessaires en ayant un usage, une utilisation responsable de ces matériaux? Dans le cas du salon du livre, vous avez ici le pavillon de la France. Notre approche du salon, c'était une approche urbanistique. Il s'agissait des parcours articulés autour d'un certain nombre de contenus. Pour ce qui est du pavillon de la France, basé sur la bande dessinée et les livres pour enfants, il prend comme inspiration les contenus des principaux réalisateurs de la BD et on mélange la vue, l'optique qu'on a de la ville, entre réalité et fiction. À partir de ce concept et compte tenu du site du pavillon, nous avons recréé les espaces propres du cadre parisien avec des édifices rectangulaires, avec des parcours et des structures verticales qui sont autant de points de repère et de référence. La grande question qui se pose pour le projet, c'était de savoir comment pouvoir évoquer cet esprit français dans un pavillon, dans un salon du livre, compte tenu de la variété des villes représentées et en interprétant toute la typologie parisienne et toute la typologie que l'on peut ressentir dans les villes françaises de façon générale. Notre approche, c'était d'avoir un système de parcours, un axe diagonal qui traverse le pavillon, et cet axe vient en connexion avec tous les aspects urbanistiques de ce salon. Et il organise les espaces, l'information, les livres, les points de rencontre entre le public et les artistes invités. La configuration de ces espaces est obtenue grâce à des filets plastiques qui sont désaccrochés et un système mobilier modulaire qui répond aux différentes spécifications des espaces. Ces mailles plastiques, ce filet plastique, nous permet de configurer ces ateliers et à la fois le support qui permet d'assurer la signalisation grâce à des pins souvenirs de l'année France-Colombie. Le système modulaire que nous proposons est un système léger, éco-compatible, recyclable, qui combine des systèmes entre le bois, le carton et des éléments métalliques. Voici le visuel de ce projet. 80% des matériaux utilisés dans le cadre de ce projet étaient tous réutilisables ou recyclables. Nous assurions la tenue avec des briques de sable. Nous avions des supports plastiques qui permettaient une personnalisation des usagers et du personnel du pavillon. Ici, l'on voit très clairement le système de lest que nous avions mis au filet plastique et l'on voit que grâce au carton, qui est le principal investissement du projet, nous avons modifié l'éclairage, nous avons généré un certain nombre de lampes qui étaient encapuchonnées et qui ainsi tamisaient la lumière de cet espace. Ici, vous avez le système de pins qui était accroché aux mailles des filets.
Vous avez ici l'installation extérieure. Il s'agissait d'une petite place occupée par des structures verticales qui utilisaient la même architecture, les mêmes matériaux que l'intérieur. Ainsi, les visiteurs avaient déjà une idée de ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. Alors, nous avons également une vidéo que nous pouvons projeter qui vous montre tout le processus de construction et la réalisation finale. Bueno, esta es la charla que tenía como preparada. Donc voilà ce que j'avais préparé. J'ai davantage, bien entendu, d'informations. Je vais essayer de présenter quelques conclusions de ma présentation et m'exprimer de façon plus informelle. Et après, on pourra établir un dialogue et je pourrai vous montrer des informations complémentaires que j'ai sur mon ordinateur. Pour moi, chaque projet, c'est l'opportunité de pouvoir explorer des systèmes, d'essayer des nouveaux matériaux, des principes spatiaux qui permettent d'exprimer une architecture qui est derrière une identité locale et une appropriation de la part des utilisateurs. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation mixte des échelles, des rapports avec les usagers et les différents matériaux, ce qui me permet de faire une lecture très large du contexte environnant et qui me permet également de m'intéresser aux formes locales. Aujourd'hui, dans le contexte latino-américain, ce contexte vraiment est à la recherche d'une identité propre dans un univers mixte. Dans la première moitié du XXe siècle, nous avons choisi et nous avons opté pour des éléments qui nous venaient de l'extérieur sans nous demander s'ils étaient adaptés ou pas. À l'heure actuelle, nous sommes une culture émergente, extrêmement variée, exotique, mais particulièrement fragmentée. Cela se reflète dans notre architecture et dans notre urbanisme. Ainsi, mon point de vue, mon attitude, mon regard en tant qu'architecte, c'est que cela trouve une solution en mêlant des systèmes, des différentes échelles et des matériaux. Et les réponses qui sont uniques, particulières, qui ont été utilisées de façon intensive, fragmentent encore plus ce mélange qui existe à l'heure actuelle. Je vais vous montrer ici deux projets supplémentaires sur lesquels je vais vous expliquer ici de façon tout à fait simple. Que respaldan
et qui sont un petit peu là pour soutenir ce que je vous ai expliqué. Voilà, il s'agit ici d'un projet qui se trouve à Santa Marta, des commandes publiques que j'ai eu l'occasion de réaliser. J'ai donc commencé à réaliser des projets sur l'espace public à Bogota, notamment en travaillant avec des bureaux d'études. Et puis, finalement, il y a une dizaine d'années, j'ai répondu à des appels d'offres directement, qui étaient des appels d'offres publics. Et bien entendu, ici, on se trouve dans une situation qui n'est pas du tout structurée, mais néanmoins, on se trouve là devant également des situations qu'il faut résoudre très rapidement. Taganka se trouve près de la Sierra Nevada, à Santa Marta. Donc, il y a une administration qui, disons, il n'y a pas de contrôle du gouvernement local. Et dans ce cas-ci, dans ce projet en particulier, l'objectif était de récupérer la plage de cette petite communauté de pêcheurs et de réorganiser entièrement l'espace ici. Donc, en tenant compte de cette situation de la baie qui, en hiver, a une dynamique qui permet de recueillir l'eau de pluie, des sables très fins sur la plage, plus les activités de pêcheurs et des différentes communautés qui vivent dans la zone. Donc nous nous sommes inspirés pour le développement de ce type de projet de toujours reconnaître la situation existante, de ce qui est local, c'est-à-dire arriver à comprendre comment les communautés, qu'elles soient traditionnelles, ou qu'elles soient, disons, avec ce que l'on appelle aujourd'hui des intelligences collectives. Donc, tout cela représente réellement un atout, une information qui est très riche pour l'architecture. Nous ne pensons pas que l'architecture en Amérique latine puisse s'imposer, parce que c'est un petit peu ce qui s'est produit au cours du XXe siècle. Et ce que l'on trouve dans des pays comme la Colombie, en particulier, eh bien, c'est une architecture qui est une architecture un peu étrangère aux besoins réels et aux besoins locaux et à la façon dont les gens le ressentent. Voilà pourquoi la construction que nous réalisons, à la différence de ce qui se produit en Europe, ce sont vraiment des constructions récentes qui sont là depuis 50 ans ou 30 ans même, doivent être transformées. Parce que l'architecture ne s'est pas faite avec une lecture profonde de ce qui est local, de ce dont a besoin les gens réellement, mais plus exactement de ce qui établissait alors l'architecte comme étant ce qui était nécessaire. Donc, il est très important de comprendre cette dynamique de comportement, d'environnement du lieu, ce qui nous a mené à faire une recherche sur les systèmes de drainage, le système de terrasses qui existent dans la Sierra, dans la montagne de Santa Marta. Et c'est ainsi que nous avons imaginé notre projet, mais en tenant compte des constructions locales et dans une certaine mesure, ici, nous avons pris en compte les systèmes qu'utilisent les gens de façon à pouvoir intervenir sur le site même en permettant ainsi une possibilité de perdurer. Ils sont sur des strates très, très fragiles parce que c'est un accord entre l'État et les différentes communautés où l'État finalement s'allie aux communautés pour leur apporter leur soutien à un moment déterminé du projet. Mais après, eh bien, ces projets doivent retomber entre les mains des communautés. Donc l'idée ici, c'est que dans la mesure où on va travailler avec les matériaux disponibles, avec les techniques locales, et bien, cela permet non seulement d'aider, d'apporter ou de contribuer à la professionnalisation ou de permettre d'avoir des acquis, de récupérer une information collective, cette espèce de savoir-faire des communautés locales, tout en garantissant à la fois le fait qu'ils vont perdurer dans le temps et qu'ils puissent être entretenus. Voilà, ici, vous allez pouvoir voir. Bon, je n'ai malheureusement pas de photos récentes. Malheureusement, celles-ci ne sont pas très positives. Malheureusement, c'est une communauté qui est très détériorée
détériorée socialement en raison d'un tourisme extrême, beaucoup de drogue, d'îles de drogue, de prostitution. Mais ce qui était au départ un projet, à l'origine, comme vous pouvez le voir sur la partie en haut à droite, et comment petit à petit cela a évolué pendant les 6 ou 7 années où vraiment elle s'est réellement raffermie. C'est une zone qui a été très déprimée, sans service public, sans réellement une forte éducation, mais avec un contenu réellement très fort culturel en raison de la proximité avec la Sierra de Santa Marta, en raison de la plage. Et comme ici, nous le disons en Colombie, il y a un mélange de cultures entre les colons, les gens qui viennent de l'intérieur du pays et qui se mêlent avec les populations de la côte. Ce sont vraiment des lieux où viennent s'établir les indigènes de la Sierra Nevada. Donc ici, pendant quelques années, ça a été une zone de culture très stable. C'est un projet qui est public en Colombie, un espace public ouvert qui est d'un accès facile. Et ça a été très intéressant de voir comment la lecture que nous avons faite de ce projet s'est transformée dans cette espèce d'appropriation de la part de la communauté locale. Ici, un autre projet de la Sierra Nevada de Santa Marta. C'est un concours que j'ai remporté 2 jours avant d'arriver ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'air si fatiguée en fait. Voilà, il s'agit de ce projet qui se trouve également à Sierra Nevada. C'est un hôtel. Excusez-moi. C'est un hôtel de type éco-lodge, juste là, le long du littoral, donc au pied de la Sierra Nevada. Là encore, nous avons réalisé une recherche sur les systèmes de construction locale, comment l'architecture permet de générer une stabilité avec l'environnement. Je vais vous montrer d'autres images de ce projet réalisé. Malheureusement, je ne les ai pas avec moi. Il s'agit là d'un autre projet que nous avons réalisé. Dans le centre historique de la ville, il y a ici un point tout à fait remarquable, intéressant entre ce qui est une rénovation et un projet à petite échelle, d'un tout petit format en fait. Très souvent, ce sont des situations... Bon, enfin, on peut rénover un espace en faisant une intervention, en occupant une architecture avec une nouvelle installation, avec un nouveau dispositif, et c'est le cas de ce projet en particulier. C'est un projet que nous avons développé avec Oficina Informal, Antonio Yamail, au centre de la ville, pour le musée de la Banque de la République à Bogota. C'est un petit magasin d'objets, la petite boutique où la préexistence de ces 2 grandes vitrines en verre qui apparaissent ici sur cette photo. Et nous avons développé tout un système tout à fait hybride qui permet de reproduire l'approche architecturale et structurelle de ces pièces, et en combinant cela avec un système beaucoup plus souple au regard de cette structure extrêmement régulière qui était celui du hall du bâtiment. Ce qui est intéressant dans ce projet, tout comme dans celui du polyèdre, ici, nous avons travaillé sur cette échelle entre le bâtiment et l'objet. Vous voyez ici quelques-unes des perspectives, des images, les petits détails de l'espace que nous avons réalisé, la structure ici de la toiture, le plafond tel qu'il se présente. L'autre aspect qui est intéressant dans la réalisation de projets en Colombie et en Amérique latine, c'est le fait qu'il n'y a pas de réglementation stricte. Mais ce qui représente également une limitation, d'une part parce que les règles ne donnent pas beaucoup de
d'ouverture de possibilités. D'autre part, le fait que ces règles, cette réglementation, dans de nombreuses situations, lorsqu'on est face à un projet, eh bien, elle n'existe pas. Donc ici, on a des possibilités de développement qui, lorsqu'ils ne sont pas réalisés de façon responsable, peuvent provoquer beaucoup de problèmes. Voilà. Eh bien, je crois que si vous avez des questions, si vous avez vraiment un point d'intérêt, là, j'ai toute ma mémoire, là, je peux vous donner plus de détails, ouvrir un peu sur ces projets que nous avons réalisés. Je suis ouvert à tous vos commentaires et puis également à partager avec vous certains de ces projets. Voilà, merci beaucoup.